moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'eau, parce que l'eau c'est un bien commun. Et que quand on entend un peu les infos, des fois on se dit qu'on a pas tendance à l'oublier ou à se dire qu'il y a un peu des déséquilibres. Ça date pas d'hier ces déséquilibres. Donc aujourd'hui on va un peu parler de ça, de cette eau dans notre paysage. On va se décentraliser de l'eau juste domestique. On va parler de l'eau vraiment dans tout le paysage, dans les cycles de l'eau, dans comment on a altéré notre eau. Est-ce que quelqu'un se souvient comment à l'école primaire on apprend le cycle de l'eau dans l'hémisphère nord? En plus ça en rajoute pas. Je vois le dessin là du coup. Ça me rappelle Alors, qui c'est qui prend la main? une fille. Faut le raconter. Ah oui, donc il pleut, ça tombe des nuages, ça ruisselle le long de la pente, ça va dans la mer, et après ça s'évapore, ça fait des nuages qui pleuvent ailleurs, qui ruissellent, ça tombe. Parfait. Merci beaucoup. J'aimais bien ce dessin. À l'école primaire, on nous apprend le cycle de l'eau bleue. En fait, c'est un grand cycle de l'eau bleue. Il représente à l'échelle continentale mondiale un tiers des précipitations. Les 2 tiers restants des précipitations continentales à l'échelle mondiale proviennent du petit cycle de l'eau verte, c'est-à-dire de l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'évaporation de l'eau contenue dans les sols et de la transpiration des végétaux. Dans ce petit cycle de l'eau verte, en fait, une molécule d'eau, elle peut être réévaporée jusqu'à 6 fois, 7 fois avant de retourner à la mer. C'est-à-dire qu'elle va tomber, elle va arriver sur un sol, elle va avoir le temps de s'infiltrer, d'être réabsorbée soit par un arbre, soit de transpirer de la surface du sol, etc., jusqu'à retourner à la mer. C'est-à-dire que son parcours, en fait, il n'est pas... La goutte d'eau, son parcours, il n'est pas directement de je tombe et je ruisselle et je vais direct à la mer, sauf en zone côtière et sur sol saturé d'eau. C'est ce cycle de l'eau verte qu'on a impacté, qu'on a déréglé, qu'on a abîmé. Mais c'est aussi sur ce cycle de l'eau verte qu'on peut avoir des actions favorables et positives. J'essaye d'être enthousiaste là parce qu'on va traverser une petite zone sombre avant d'arriver aux solutions. Alors, hydrobiologiste spécialisé dans les petits insectes, dans les invertébrés qu'on trouve dans la rivière. Alors ce métier-là, je le faisais à l'époque, c'était pour le compte de l'État avant qu'il privatise, qu'il délègue ce service-là. Et en fait, l'idée de ce métier-là, c'était d'aller sur des stations de suivi de l'état biologique de la rivière, avec un point GPS et une station où on se rend annuellement. Et du coup, on arrive, on a notre petite feuille d'échantillonnage où on regarde les vitesses de courant, les substrats, qu'est-ce qu'on a comme différents faciès en fait. Et on fait notre plan d'échantillonnage et on va gratter l'eau avec un petit filet pour récupérer les petites bêtes. On les met dans des pots avec du formol et on va au laboratoire voir ce qu'elles sont, qui elles sont. Donc on est sous les grosses binos avec le microscope et on va dire, là, espèce, telle espèce, combien d'individus, et on fait comme ça un petit regard de la population qui s'y trouve. Dans ces espèces, il y a des espèces qui sont polluosensibles, c'est-à-dire que s'il y a une pollution, elles vont mourir, on ne les retrouvera pas. Et il y a des espèces qui sont polluorésistantes. Polluorésistantes, c'est les pionnières, quoi. Elles vont être là, elles vont dire, moi je résiste, il n'y a pas d'oxygène, c'est pas grave, c'est trop chaud, c'est pas grave, il faut de la vie. Il en faut. Voilà, c'était un peu ça mon travail, c'était d'aller au bord des rivières, faire des prélèvements et de regarder les petites bêtes, qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire. Et avec mes collègues, quand on voit ça dans les microscopes, on se dit que franchement, Monstres et compagnie, à côté, c'est de la rigolade. Ils n'ont rien inventé, parce que regarder une mâchoire d'odonate, de larves de libellules au microscope, ça rigole pas, quoi. Donc ici, avec mes talents de couturière débutante, nous avons 2 petits spécimens. Celui-là mesure 8 mm, c'est une planaire. Elle est encore tout souple, tout flappy. Elle est rose sombre avec des taches brunes. Elle peut avoir jusqu'à 20 yeux. Elle, sous le microscope, elle fait elle a la joie et la délicatesse de ressembler à un flan qu'on écrase avec du flambi quand on l'écarte pour compter.
Voilà, elle laisse un souvenir impérissable. La première fois, ça fait bizarre. La deuxième, ici présente, c'est Glossyphonidée. Glossy. Elle a 3 paires d'yeux. Elle a un orifice génital mâle, un orifice génital femelle. Elle est hermaphrodite. Il lui manque une petite ventouse buccale et une petite ventouse anale, car Glossyphonidée, Glossy, est une sangsue d'eau douce de France métropolitaine. Elle mesure jusqu'à 1,5 cm. Elle est toute mignonne, en fait, parce qu'elle ne va pas nous attaquer. On préfère les poissons et les trucs en décomposition sur les cailloux au fond d'eau. Voilà. Si quelqu'un a un petit arrosoir, je suis à la recherche d'un petit arrosoir parce que celui-là, il commence à vraiment plus tenir debout. Ce petit arrosoir, il est là pour symboliser la ferme de mon papy quand j'étais petite. Ça, je vous en ai parlé. Mon papy, c'était le genre d'agriculteur qui regardait pousser l'herbe. En fait, c'était quand même précieux de voir cet homme regarder l'herbe pousser. Parce que mon papy, il avait une ferme avec des petites parcelles qui étaient entourées par des petites haies de 1 mètre de large sur 1 mètre de haut et juste des piquets avec un fil électrique comme ça. Et puis, il regardait pousser son herbe et puis le jour où il décidait que son herbe, elle n'allait pas repousser s'il laissait ses vaches, il appelait tout le monde et il disait « Hop, on change !» Alors, il avait un petit troupeau, il avait des petites parcelles et du coup, on les bougeait régulièrement. Ce qui fait que ces parcelles, elles se régénéraient. Son herbe, sa terre n'était jamais à nu, ou alors seulement au niveau de l'abreuvoir parce que c'est humide et que là, c'est plus fragile. Puis ça fait des super souvenirs d'enfants, quoi. Mon grand-père est décédé, c'est son fils qui a repris. Son fils, il a repris et, encouragé par la DJA, il a arraché les haies. Puis là, il s'est mis à faire du maïs, à labourer. Et puis, du coup, il est devenu plus autonome en foin et en alimentation pour ses vaches. Il a augmenté son cheptel aussi, qu'il a enfermé plus que mon papy. Et en fait, cet arrachage de haies, moi je l'ai connu, mais en fait, ça a commencé déjà dans les années 60. Et on est passé en France de 2 millions de kilomètres de haies à moins de 600 000. Aujourd'hui, on utilise de l'argent public pour replanter des haies, sachant qu'on en détruit encore, chaque année au moins 25 000 kilomètres. Voilà. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, c'est le premier truc. On a accéléré les flux d'eau. On a voulu drainer les zones humides, on a voulu gagner en surface agricole. Donc on a eu toute une politique depuis les années 60 de l'eau, il faut qu'elle dégage le plus vite possible. On hérite de cette politique-là. On hérite de cette politique-là dans un contexte de changement climatique, que certains renient encore, mais que quand même les faits sont un peu là. On a des sols de plus en plus secs et des eaux qui ruissellent de plus en plus. Bon. On a supprimé 64% de nos zones humides et on a comblé à l'époque du grand remembrement, etc., plus de 800 000 mares et étangs. À une époque, moi, quand je faisais justement de la cartographie de haies, et c'était dans les années 2010, c'était en 2013 précisément. En 2013, en Bourgogne, quand il y a eu ce programme de cartographie des haies pour justement voir la trame verte, la trame bleue, le maillage bocager, les corridors écologiques, tout ça, il y a eu une grosse incompréhension de la part du monde agricole. Et il y a eu plein de bassins versants en Bourgogne où ils ont arraché toutes leurs haies en disant « j'enlève tout parce qu'on n'aura plus le droit d'en rien faire ». Alors une haie, c'est du bois de fourrage, c'est du bois de chauffage, ça peut être du bois d'œuvre. C'est une ressource, c'est hyper précieux en fait. Et ils ont tout arraché. Mais vraiment, il y a eu des périodes, là il y a une période, pendant des mois, ça a été apocalyptique, quoi. Ça a été une intensité d'arrachage qui était incroyable. Mon oncle, il a fait ça. Il a fini d'arracher les haies qui restaient encore, et notamment
Le petit rue, on allait chasser des trichoptères avec mon papy quand j'étais petite, avant d'aller à la pêche au lac. Il a coupé les arbres. Et il a coupé un chêne. Je me souviens quand j'étais toute petite, je faisais 4 fois le tour avant de finir d'encercler ce truc. Il y avait des chouettes, il y avait des chouettes, je sais pas si c'était des chouettes. Il y avait un rapace, hibou ou chouette, je me souviens pas. Je crois que je l'ai jamais vu, je l'entendais juste. Il y avait des chauves-souris. Il y avait plein de vie. Et 4 ans après qu'il ait enlevé toute cette ripicile, il n'y avait plus de ruisseau. C'était une noue, donc un creux, au milieu de 2 champs en pente. Et la mare qui était la source s'est asséchée, il n'y avait plus de ruisseau. Ça finit pas très bien, cette histoire. Bref, je vous parle de la ferme de mon grand-père parce que c'est l'image de ce qu'on a fait au niveau national. Et je vous parle du milieu agricole parce que c'est un milieu que je connais, que c'est en fait la plus grande partie de notre territoire. Ça ne cache pas les méfaits de l'imperméabilisation, d'une urbanisation croissante, de tout ce qui concerne les pollutions liées aux hydrocarbures, aux pneus et aux choses comme ça. Dans ma vie de chargée de mission restauration hydromorphologique des cours d'eau, les 2 plus grands freins qui étaient défavorables à tout projet un peu ambitieux, c'était la vision du propre dans la rivière. Donc le bois dans la rivière, c'est un truc, ça fait des embâcles, c'est horrible, ça fait des inondations. Bon, ok, ça fait des inondations et des embâcles seulement là où l'homme a décidé qu'on allait construire. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout que l'homme n'a pas construit partout. Et que sur les zones de source et les têtes de bassins versants, donc vraiment l'amont des bassins versants, là où il y a un gros enjeu en amont à retenir l'eau, pour justement pas qu'elle dévale avec de plus en plus de puissance vers l'aval avec des crues dévastatrices, et bien là-bas, on peut s'amuser à remettre du bois dans le paysage pour ralentir et les sédiments et les écoulements. Et permettre aussi à ce que l'eau retrouve le contact avec cette plaine alluviale qui va permettre d'alimenter sa nappe.